Bonjour à tous. Dans cette nouvelle interview du Congrès du couple, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Anne Sauzet-Lagarde. Nous allons aujourd'hui parler de Aujourd'hui, vivre en couple rend libre. Bonjour Anne. Bonjour Céline. Je suis vraiment ravie de vous compter parmi les experts de cette deuxième édition. Alors, je vais prendre un petit peu le temps de vous présenter pour que les Oui, participants puissent vous connaître. Donc, d'accord. vous êtes Gestalt thérapeute, Oui, thérapeute du couple et cofondatrice et directrice de l'école du couple. Vous êtes également auteur sur le thème du couple et de la recomposition familiale. tout à Alors, fait. vous êtes situé à Paris et vous recevez donc des couples à Paris, mais aussi à Nîmes et en visio, donc par visioconférence, ce qui va vous permettre vraiment d'accompagner des couples isolés ou encore à l'étranger. Alors, vous êtes également vous-même en couple et en famille recomposée depuis plus de 20 ans. Votre intention a toujours été de vivre avec le plus de liberté possible, tout en développant du lien avec vos proches. Donc, depuis de nombreuses années, vous accompagnez des personnes dans leur crise de vie avec la conviction que chaque situation, chaque personne, chaque famille, chaque couple est unique. Vous allez accompagner aussi pour développer l'indépendance, l'autonomie, redonner du mouvement, de la respiration. Ce sont vraiment des thèmes qui sont vraiment très chers à votre cœur. Et d'ailleurs, il est nécessaire toujours de les conjuguer avec l'autre pour leur donner tout leur sens. Alors, justement, aujourd'hui, vivre en couple rend libre. Alors ça, c'est un thème vraiment très inspirant parce que ça veut dire quoi, du coup, pour vous, ça, vivre en couple rend libre? Alors, c'est un petit peu effectivement un gageur de dire ça, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de questionnements sur le couple et sur la liberté qu'on peut avoir en vivre en couple et s'il vaut mieux pas vivre tout seul pour être libre et faire ce qu'on veut, ce qui est aussi un point de vue. Mais je crois que ce qui va être intéressant, en tout cas moi, ce qui me passionne, c'est de me dire, mais comment je peux être libre et en lien? Parce que je crois que dans notre société occidentale aujourd'hui, et je ne parlerai que de la société occidentale parce que c'est celle que je connais, j'ai envie de dire que ce qui est important, c'est bien sûr être libre, bien sûr être indépendant, bien sûr se développer, mais quelle qualité de lien? Nous sommes des animaux grégaires qui avons besoin de liens. Mmh. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous appelez donc le lien, du coup, dans le couple, pour que les personnes qui vraiment ne connaissent pas, ça veut dire quoi pour eux être en lien ou pour vous être en lien, en tout cas dans le couple? Alors, c'est ce qu'on va développer pendant tout ce temps où on va être ensemble, Céline, hein. Qu'est-ce que c'est que le lien? Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Qu'est-ce que c'est que vivre en couple? Ce qui me semble intéressant, c'est de faire un petit peu d'histoire finalement, parce que les couples, quand j'ai commencé à travailler avec les couples il y a une vingtaine d'années, je me disais, mais est-ce qu'on a été éduqué à vivre en couple? Qu'est-ce qu'on a comme modèle de couple? C'est quoi les modèles de couple de nos parents, nos grands-parents? Et puis là, je me rendais compte qu'en fait, c'était des couples qui ne correspondaient plus à notre époque. C'est-à-dire, globalement, alors c'est toujours difficile de parler en général, parce qu'il y a toujours des cas singuliers, mais disons que dans la grande généralité, qu'est-ce que c'était qu'un couple au XXe siècle? C'était un couple où il y en avait un qui était à la maison, c'était la femme, et qui travaillait quelquefois, mais qui aussi s'occupait des enfants et était quand même dans le nid familial. Et puis il y avait monsieur qui était à l'extérieur et qui avait beaucoup de responsabilités aussi, puisqu'il gagnait de l'argent pour faire vivre la famille. Généralement, c'était comme ça que ça se passait. Et il avait beaucoup de droits aussi sociaux, juridiques que n'avait pas la femme. Hein, on sait qu'on a eu le droit de vote après un des derniers pays d'Europe d'ailleurs. J'ose même plus dire la date parce que je trouve que c'est inconcevable. Après la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, on a eu le droit d'avoir un carnet de chèques que dans les années 70, de travailler sans demander l'autorisation à monsieur dans les années 70 aussi. Donc effectivement, les modèles qu'on avait étaient des modèles, je dirais, très décalés. Hein, il y avait vraiment le genre qui organisait la vie du couple. Alors, à partir de là, dans les années 70, vous savez, il y a quand même eu tout un mouvement, mais qui a démarré avant, hein, post-guerre, dans les années 50, avec un mouvement de dire, bon, bah, attention, mais hommes et femmes, où est la parité? Et c'est à partir de là où je trouve qu'on va pouvoir commencer à travailler sur le couple, à regarder qu'est-ce qu'est un couple, c'est avec cette tentative de parité, en sachant qu'on vient d'une histoire qui est profondément dissymétrique,
très patriarcal et dans lequel nous baignons encore. Et en fait, c'est vrai que moi, j'entends beaucoup de couples qui ont du mal aujourd'hui à dire, oui, mais je comprends pas, enfin, en tout cas, les réflexions qu'on a, et très souvent, hein, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui on se sépare, on bouge, on fait ça. Nos grands-parents, ils faisaient pas ça. Avant, c'était pas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de comparaison à nos ancêtres. Et en fait, il y a beaucoup de couples qui remettent pas dans la réalité d'aujourd'hui. Ça vous parle, ça? Ben bien sûr, parce que avant, divorcer, c'était extrêmement difficile. On ne divorçait que pour cas de force majeure. Et généralement, c'était pour un problème de droit pénal, juridique, quelqu'un qui avait tué une autre personne, ou alors de l'alcoolisme. Oui. Et c'était les seules raisons pour lesquelles les divorces avant la guerre étaient possibles. Aujourd'hui, bien sûr, il y a eu toute une accroissance, une possibilité de divorcer qui fait que… Mais pourquoi ça arrive? Et moi, je suis assez persuadée qu'il n'y en aura pas plus aujourd'hui de pourcentage de divorce qu'il y a. On va arriver à quelque chose qui stagne. Parce que il y a eu tout ce mouvement de dire, bon, ben, il faut que je sorte de ce couple dont je ne suis pas libre, dans lequel je ne suis pas libre. Il va falloir que je puisse vivre ma vie. Et vivre ma vie, c'est vivre sans l'autre, pas dans le couple. Si je suis dans le couple, je ne vis pas ma vie. Et d'ailleurs, il y a une expression consacrée. Quand quelqu'un divorce, on lui demande, est-ce que tu vas refaire ta vie? Comme si sa vie n'était que dans le couple. Ah oui, j'avais jamais fait attention à ça, mais On ne merci. pouvait vivre sa vie qu'en faisant un couple. Alors, je déteste cette phrase-là parce que je trouve qu'elle réduit l'individu à si vous n'êtes pas en couple, c'est-à-dire si vous n'êtes pas marié. Et ça, je trouve que c'est d'un tout autre âge. C'est le siècle d'avant, je dirais. Aujourd'hui, on peut très bien vivre sa vie et faire sa vie sans être en couple. On ne parle même pas de mariage ou le côté institutionnel. Donc, on peut très bien vivre en étant célibataire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions. En tout cas, j'entends encore sur les jeunes. Alors, moi, c'est vrai que je vais avoir 40 ans, mais c'est vrai que j'accompagne des jeunes femmes ou quoi que ce soit qui ont tendance vraiment à culpabiliser parce qu'elles arrivent à 25 ans. Et j'ai fait partie de ça. Hein, donc, je me suis mariée un peu par défaut parce que, oui, mais à 25 ans, tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'es toujours pas mariée, tu n'as toujours pas la maison. Et en fait, ça, c'est les modèles anciens. Donc, et on aura, dans la société, on aura tâche à ça quand même encore souvent. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est toujours pareil. Il y a un noyau conservateur avec des introjects, il faut faire comme ça. C'est-à-dire que quand on grandit, eh ben, on vit en couple et puis on fait des enfants. Ça, c'est des principes conservateurs et qui sont très opérants encore, bien sûr. Tout à fait. Ok. Donc, du coup, il y a l'histoire. Ok. Donc, il y a cette histoire. D'accord. Donc, il y a cette histoire-là qui nous fait dire que moi, je pense que le couple s'est réinventé dans les années 70. Et c'est là où ça m'intéresse. Et c'est dans cette forme de couple où il y a une recherche de parité, que l'on va pouvoir développer sa liberté. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de dire qu'aujourd'hui, le couple pouvait nous rendre libres et que je trouve que c'est intéressant de prendre le contre-pied de ce qui se passait et de ce qui laisse encore des traces. Après, moi, j'aimerais avoir aussi peut-être… vous dire que je suis très sensible au courant Nous Toutes, au courant MeToo, au courant qui veut développer, revendiquer et nommer toute l'oppression auprès des femmes. Et ça, je suis complètement d'accord avec ce mouvement-là. Enfin, je pense qu'il est complètement utile. Et en même temps, je m'interrogeais, je me disais, tiens, et moi, qu'est-ce que je fais à défendre la position du couple? Est-ce que c'est un principe conservateur? Alors, probablement. Et puis, je défendrais le fait qu'il y a besoin d'avoir un socle. Donc, on a heureusement aussi quelque chose qui donne de la permanence, même si je vais beaucoup développer le mouvement. Et donc, je pense que moi, je me suis mis à l'endroit de développer le couple pour dire, mais OK, il faut sortir de la soumission des femmes, de l'oppression des femmes, des abus, etc. Et en même temps, comment faire avec l'autre? Parce que ce qui va être intéressant, c'est si je fais contre l'autre, à un moment donné, ça va être nécessaire pour pouvoir donner notre parole. Et on a eu du mal, nous les femmes, et on a du mal à donner notre parole. Et en même temps, si je fais contre l'autre, comment ça va faire avec l'autre? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à la position du « et ». Et vous allez souvent m'entendre dire, alors, dans votre couple, il y a du « et ». Comment vous faites avec le « et » ?
comment vous faites pour faire ensemble? Comment vous faites pour faire pour vous, pour l'autre et pour le couple? Ouais, c'est pas ni noir, ni ou blanc, c'est noir et blanc. On peut Voilà, vraiment. comment je peux faire avec, même s'il y a des fois ça va être contre, Ouais. mais comment je peux regarder, comment je peux faire avec. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, hein, Mm. de regarder comment on peut faire, parce que je crois que un des enjeux de la société aujourd'hui, développer la liberté, c'est très bien. Faire ce que j'ai envie de faire, c'est très bien. Être autonome, c'est très bien. Mais je ne voudrais pas revenir sur l'épisode dans lequel on vit sur le Covid, mais ce qui nous a sauvés, c'est d'être en lien. Mm. Qu'est-ce qui s'est développé tout de suite? C'est de parler avec les autres par Zoom, par tous les moyens possibles, aller courir avec quelqu'un pour pouvoir discuter avec lui. Donc, se développer, être autonome, faire tout ce qu'on veut tout seul, c'est très agréable à certains moments. Mais à Mm. certains moments, il y a besoin de partage. Mm. Et pour moi, l'endroit du couple, l'endroit de cette alliance est un endroit particulièrement nourrissant pour développer notre capacité à rejoindre l'autre et à être avec l'autre. Mm. C'est un endroit précieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est peut-être là où on va réussir à trouver aussi, dans cet esprit de liberté, des bonnes décisions où tout le monde peut avoir son équilibre, en fait. C'est pas en étant dans Exactement. le ou, c'est pas en étant dans le contre l'autre, mais bien dans cet espace-là. Euh, Enfin, vous dites, et puis on est nombreux, en tout cas thérapeutes, quand on a une Mmh. certaine approche à dire que le couple, c'est bien une personne, c'est une autre personne, et c'est le couple. Donc en fait, ça fait trois, hein. Et oui, 1 + 1 = 3. Ouais. Et alors, 1 + 1 = 3, bah, finalement, c'est pas du tout logique, puisque 1 + 1, normalement, ça fait 2. Après, dire 1 + 1 = 3, bon, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la tessiture du 3, quelle est la vitalité du 3. Et la vitalité du 3, elle va être en cohérence elle va découler de la tessiture des deux 1. C'est-à-dire comment individuellement je suis suffisamment nourrie, je suis suffisamment vivante pour m'additionner, pour être avec l'autre, pour faire du plus avec l'autre. Et ça va donner un 3 qui est pour nous vraiment le 3, c'est pas uniquement de l'arithmétique non logique, c'est de dire que le 3 est plus que la somme des deux. Ah Et oui. que le 3, c'est un couple et le couple, pour nous, est un organisme vivant. Et c'est ce que j'aimerais aussi développer avec vous. Ouais. C'est-à-dire que le couple est une personne. Le couple est une entité. Le Mm. couple est un être vivant qui a besoin de respirer, qui a besoin de nourriture, qui a besoin d'un regard, qui a besoin d'une attention, d'une vigilance. Et je crois que 1 + 1 = 3, on l'a beaucoup entendu, c'est tout à fait juste. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de développer la qualité des deux 1 et la qualité du 3. Ça me touche très fort parce que c'est vrai que j'ai du coup cette image, en effet, de quand on se rend compte, en fait, finalement, du bébé, quand vous dites organisme vivant, c'est du bébé, il faut apprendre à le nourrir, à le connaître, Tout à fait. et en plus, et ça, enfin, on va en reparler, mais un bébé n'est pas l'autre. Enfin, Ah bah c'est ça, vrai que moi, je défends beaucoup cette posture, c'est que on peut pas comparer son couple à l'autre parce qu'en plus, on ne montre qu'une image, que ce qu'on veut bien montrer à l'extérieur de notre couple. Mais donc, c'est comme le bébé, chacun est unique, donc le couple aussi va être unique. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie très, très souvent. Enfin, les personnes l'oublient très souvent. oui, il y a deux choses dans ce que vous dites, il me semble, au moins, mais j'en rajoute Moi, au moins deux. C'est d'abord que le couple, c'est une personne, donc c'est un bébé au démarrage, et qu'il va y avoir un développement. Et pour se développer, on sait bien qu'une plante, il faut l'arroser, il faut lui donner des engrais, que le bébé, il faut le nourrir de son regard, il faut le nourrir de son corps à corps, de son peau à peau, il faut le nourrir d'éléments vivants. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de dire, il y a souvent, moi, je retrouve dans mon cabinet des couples, et puis vous aussi, hein, qui sont des couples avec des partenaires assez matures. oui. À partir de 35-40 ans, pour moi, c'est des personnes matures. Hein. Et je leur dis, attention, vous venez de vous rencontrer, peut-être ça fait 1 an ou 2, et vous avez un couple bébé.
Donc, vous êtes mature, mais ils peuvent avoir 40 ans, 60 ans, hein, ça ne me Ah dérange oui. pas. Mais votre couple, c'est un bébé. Donc, attention. Ouais. Et ça, c'est une prise de conscience qui me semble vraiment importante. Mm. C'est-à-dire que si je regarde et si je prends cette métaphore que le couple est un être vivant, ça le dissocie de l'âge des partenaires. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus important du coup à faire pour justement, on parle de le nourrir, mais selon vous, qu'est-ce qui est le plus important que les couples doivent prendre conscience, par exemple, au début d'une relation et après, par exemple, après 5, 10 ans, que les personnes ont tendance à oublier et qu'on retrouve en cabinet en cas de crise? C'est quoi le plus important justement dans cette nourriture? Alors, je ne sais pas comment vous répondre comme ça, mais je pense que tout organisme vivant a besoin d'espace et de temps. Ah, oui. Ouais, Donc, on revient à des fondamentaux. ouais. Mon couple, pour se développer, a besoin d'espace et de temps. Mm. Mais comme chaque couple est différent, il n'aura pas besoin du même espace et du même temps. Ouais. Belle prise de Alors, il conscience. est différent parce que, comme vous le dites, c'est pas pareil un couple qui vient de démarrer d'un couple qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans. Mais même deux couples qui ont 30 ans d'âge ou même deux couples qui ont 10 ans d'âge, ils vont pas avoir le même espace-temps nécessaire. Mm. Ils n'ont pas les mêmes nécessités. Et c'est aussi ça qui m'a permis de développer le fait que je vais avoir un regard qui est singulier sur chaque couple. Je ne sais pas de quoi il a besoin. Ouais. Je sais qu'il a besoin pour moi d'espace et de temps. Mais quel espace et quel temps? C'est eux qui vont le définir. Et c'est peut-être ça qui va faire que je vais nourrir mon couple en tant que partenaire, c'est que je vais aller discuter, négocier, confronter avec l'autre ce dont a besoin notre couple. Mm. Et ce qui est passionnant, c'est que ça ne s'arrête pas un jour. On ne va pas faire une fiche de poste un jour pour le couple, parce que le couple est un organisme vivant. Donc, de toute manière, lui va évoluer, donc aura des besoins différents, et chaque partenaire à l'intérieur du couple va aussi évoluer, donc ça va faire des changements permanents, il ne faut pas exagérer, parce que sinon, ça serait très fatigant, mais en tout cas, très récurrent. Et quand les personnes arrivent avec cette notion de sacrifice, hein, je me suis Oui. tellement sacrifiée pour mon couple, on n'est pas dans 1 + 1 = 3 là, enfin, dans ce que je pense en tout cas. Comment vous arrivez à ça, à faire prendre conscience aux personnes qui sont dans la notion de sacrifice? On n'est pas dans le couple, dans l'organisme vivant. Enfin, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand les couples viennent nous voir en thérapie, vous savez, Céline, que c'est parce qu'il y a un problème. Moi, les couples qui n'ont pas de problème, je leur dis, écoutez, vous reviendrez quand il y aura un problème, parce que je ne vois pas pourquoi, quand en tant que thérapeute, je vais aller accompagner des gens qui vont bien. Ils n'ont pas besoin de moi. Tout à fait. Et je trouve que c'est aussi important de le dire en détour de votre question. Un couple qui est sain et qui sait gérer ses dysfonctionnements n'a pas besoin d'un tiers, et Exactement. le thérapeute est un tiers. Donc, quand les couples viennent nous voir, bah, bien sûr, ils ne vont pas bien. Donc, quand on ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, quand on ne va pas bien, on se protège. Quand il y a quelque chose qui arrive dans la rue et que je vais être agressée par mon environnement, qu'est-ce que je fais? Je me protège. Je fais ce que je peux, mais je me protège. Et le couple va devenir un champ de bataille. Oui. Et alors que l'autre était celui qu'on chérissait le plus et avec lequel on avait envie de passer du temps, etc., devient l'ennemi visé. Donc, dans nos cabinets, quand ils arrivent, alors c'est peut-être pas aussi tragique, mais quelquefois ça l'est. Et effectivement, quand un des partenaires dit « je me suis sacrifié, c'est insupportable, etc. », ok, je crois que c'est important de regarder que cette personne-là a eu l'impression de se sacrifier. Mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est comment l'autre partenaire a fait pour qu'il y ait du sacrifice. Comment, à quoi ça sert à cette personne de se sacrifier? Et c'était quoi son objectif par rapport à son couple? Donc, c'est toujours remettre dans la dynamique de qu'est-ce qu'on fait pour notre couple? Qu'est-ce qu'on pensait qu'il fallait faire? Qu'est-ce qui fait que je me suis mis dans cette situation? Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes mis dans cette situation? Et je fais ce cercle parce que pour moi, c'est pas linéaire. C'est pas parce que tu es comme ça que je suis comme ça. Je ne sais pas. C'est comme l'œuf de la poule. Il y a une circularité qui fait que il y a peut-être un bourreau, mais il y en a un qui s'est sacrifié. Mais pourquoi il s'est sacrifié? Parce qu'il y avait un bourreau ou le bourreau c'est devenu bourreau parce qu'il y avait du sacrifice. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de faire rentrer le couple dans cette dynamique-là,
ne plus regarder uniquement, bien sûr, moi, je, même s'il y a une part qui est importante, c'est, tiens, comment on a fait ensemble pour en arriver à cette catastrophe? Oui. Parce que Et là, il y a ouais, un petit pas de côté qui est fait déjà. ouais, c'est ça. Et c'est Difficile. souvent là, dans cette notion de sacrifice, où cette notion de liberté, souvent, est totalement oubliée ou totalement occultée, en fait, Et quand une puis, personne arrive là-dedans. alors, on est dans une société, alors avec beaucoup de confort, on ne va pas se comparer à d'autres sociétés qui sont en guerre, etc. Mais on est dans une société où on nous demande tellement d'être au top partout que c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je ne voudrais pas non plus être là en disant, ah, dans votre couple, il faut être au top. Non, non, non. Parce que c'est aussi l'endroit, heureusement, où on peut ne pas être au top. Et en même temps, il y a une nécessité de prendre conscience de qu'est-ce qui joue, et pas uniquement moi, toi, mais moi, toi, nous. Et je vais le mettre dans l'écran, le nous. Mm. Moi et nous. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de dire moi, toi, puis le nous, hop, il est sous la table. Oui, oui. Alors, quand tout va bien, c'est plus simple de parler du nous, parce que c'est super agréable. C'est quand même un lieu très agréable, un espace-temps où il peut y avoir du réconfort, du lâcher-prise, du plaisir, de la jouissance. Bon, ça, c'est top. Mais il n'y a pas que ça. Non. Non, et c'est là où après, quand tout va mal, comme vous le disiez très justement, ben, on oublie quoi. On oublie le nous, on oublie, c'est plus toi ou moi, on peut aussi se remettre en On, question. on est dans le tu qui tue. Dans le Ouais, tu qui tue ou dans le moi, je suis terriblement épouvantable, j'ai pas le droit de vivre, je me sacrifie, etc., etc. Donc, je crois que c'est vraiment le lieu, la plus petite unité sociale qui nous permet de sortir de notre individualisme forcené. À partir du moment où moi, je peux exister en tant qu'individu dans cet espace-là. Et que toi, tu peux exister aussi dans cet espace-là. Et au niveau ouais, au niveau des décisions, c'est parce que même quand le couple va plus ou moins bien, il y a toujours des décisions qui sont difficiles à prendre. Des fois, par exemple, s'il y en a un qui a, je prends vraiment des extrêmes, mais envie de déménager dans le sud de la France alors qu'ils sont à Paris ou changer de pays ou quoi que ce soit, et que il y en a un qui est voilà un peu réticent, qui n'a pas spécialement envie, mais le couple enfin, fonctionnait bien jusque-là. Euh, comment on peut retrouver et se connecter à cette liberté individuelle et avoir du et dans ce genre de situation, selon vous, Anne? Alors, il me semble qu'il faut prendre un peu de recul. Bien sûr, madame veut aller en Bretagne et monsieur veut aller dans le sud. OK, ça, il arrive avec ça, et puis monsieur veut aller dans le sud, madame en Bretagne. Ce qui va être intéressant, c'est pas de rester sur cette forme-là, hein, mais c'est de dire, tiens, comment vous faites dans votre couple quand il faut décider? Quel est le processus de décision? Comment vous faites? Et moi, je dis souvent, bon, bah, écoutez, l'enjeu, ça va être intéressant, c'est vous voulez avoir raison en chacun ou vous voulez vivre ensemble? On va travailler là-dessus. Ouais. Donc, du coup, la volonté d'avoir Comment, raison, comment? ouais, la volonté d'avoir raison, c'est quelque chose qui va empêcher cette impression d'être libre dans le couple. Ben oui, parce que si je veux avoir raison, je vais rester sur mes positions et je vais me bloquer. Et l'autre, il veut aussi avoir raison. Alors, on a chacun raison et le jeu du couple devient j'ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Et le couple bégaye. Moi, j'appelle ça du bégaiement. Et le bégaiement, c'est quelque chose qui fait une crispation et qui fait que eh ben, le couple ne va plus rien faire si ce n'est que vouloir avoir raison. Donc, il ne se passera plus rien dans le couple, sauf j'ai raison. Moi, je vais aller dans le sud, moi, je vais aller en Bretagne. Moi, je vais aller dans le sud, moi, je vais aller en Bretagne. OK, il y a un problème là, bien sûr, j'entends bien. J'entends bien qu'il y a un problème. Mais comment on va faire pour faire une promenade, pour faire un détour, pour voir, et quoi d'autre dans votre couple? Comment ça se passe, les processus de décision? Ce n'est pas la première fois que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas la première fois, peut-être, si vous avez toujours été d'accord, mais vous avez décidé des choses. Alors, comment vous décidez? Et là, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder les enjeux de pouvoir dans le couple. Ouais. Vous pouvez dire un mot là-dessus sur les enjeux de pouvoir? Parce que je
pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de couples qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe par rapport à ça. Alors, les enjeux de pouvoir, je vais être autant je suis positive, enfin pas positive, mais je suis plutôt Optimiste? optimiste, pardon, je trouvais pas mon mot, optimiste pour le vivre en couple rend libre, où aujourd'hui on peut vivre en couple et être libre. Autant les enjeux de pouvoir, je vais vous dire tout de suite, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Entre nous deux, il y en a. Dès qu'on prend la parole, dès qu'on existe avec un autre, il y en a des enjeux de pouvoir. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'ils sont fixés ou est-ce qu'il y a de la souplesse? Est-ce qu'il y a de la respiration ou est-ce qu'il y en a un qui est là-haut, puis l'autre qui est en bas, et puis c'est tout le temps comme ça pour tous les thèmes de la vie? Là, ça fait crispation. Si moi je reste comme ça tout le temps, je vais avoir des crampes. Donc le couple peut avoir des crampes. C'est-à-dire, il reste fixé, il y en a un qui a toujours raison et puis l'autre qui soumet. Après, il y a des couples où il y a une mobilité comme ça, c'est-à-dire que dans des champs, dans des thèmes, il y en a un qui a plus de pouvoir sur les décisions, et puis ça se discute, et puis ça se confronte, et puis ça se négocie, etc. Bon, voilà, c'est un couple qui est dans des enjeux de pouvoir, mais ça fonctionne pas mal. Puis à un moment donné, il y a une crise. Hop, le Sud et la Bretagne, et ça se fixe. Et là, il n'y a plus de mobilité. Le couple est fixé sur un thème et il ne peut plus bouger. Donc, il y a une crispation. Et ça, c'est à l'œuvre tout le temps dans les couples. Donc, pour moi, c'est vraiment l'endroit le plus important. Ce n'est pas éradiquer les enjeux de pouvoir. Il y en a tout le temps. Parce qu'il y a de la vie, il y a des enjeux de pouvoir. C'est une dynamique, c'est un aller vers, c'est aller rejoindre l'autre, c'est avoir envie. Donc, avoir des enjeux de pouvoir, c'est propre à notre être au monde, je dirais. Par contre, c'est comment il reste fluide. Ok. Ouais, c'est remettre de la fluidité, en fait. Et c'est vrai que c'est juste que ce que vous dites, parce que dans les situations où, en effet, il y a des décisions très, très importantes à prendre, des fois, on reste fixé là-dessus, alors qu'il y a eu tellement de choses où ça se passait bien. Mais il y a un enjeu souvent pour l'un ou l'autre. Il y a un enjeu de prendre une décision. Et c'est peut-être ça, finalement, aller chercher ce qu'il y a derrière cet enjeu. Oui, c'est-à-dire que derrière, alors je ne sais pas si c'est… En tout cas, oui, comment ça se passe? Oui, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous avez raison, Céline. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Là, on est crispé sur quelque chose, mais est-ce qu'on peut voir comment on fait sur les autres endroits? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pour nous d'avoir raison? Où on en est dans notre couple? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ma grande question, quand les gens arrivent et qu'ils ont toujours un problème, parce que s'ils viennent… un symptôme, il y a quelque chose qui ne va pas, sinon ils ne viendraient pas me voir, ou sinon je les mettrais dehors. Et donc, je leur dis, mais et quoi d'autre dans votre couple? C'est toujours passionnant, des gens qui arrivent, ils ont une vingtaine d'années de couple, ou 10, ou je ne sais pas, ils ont fait plein de choses super intéressantes, et puis tout d'un coup, ils sont crispés sur quelque chose, et leur couple n'existe plus quand ils viennent chez moi. Ils ne sont plus que ce truc qui ne marche pas. Donc, on va aller regarder comment ça se passe, comment ça fonctionne votre couple dans les autres endroits. On va remettre de l'air là et on va travailler ce qui se passe, bien sûr. C'est beaucoup un message d'espoir aussi pour les personnes qui nous écoutent là maintenant et qui peuvent se sentir un petit peu et qui n'ont peut-être pas les capacités ou les moyens d'aller voir un thérapeute parce que ça peut arriver aussi. Et c'est vrai que là, ce que vous êtes en train de partager, c'est que finalement, mais regardez déjà un petit peu, en effet, quand il y a vraiment une crispation, regardez là où vous pouvez mettre de l'air finalement, plutôt que de rester là. Et dans la position aussi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est moi qui ai raison. Quel est l'intérêt aussi de rester dans cette posture-là? Quelquefois, je peux peut-être me poser la question de me dire, bon, attends, l'important dans ma vie, c'est que je continue ma relation avec toi ou je décide de l'endroit des vacances. Ou je décide que les enfants iront, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Comment ça peut s'articuler, ça? C'est vraiment un endroit délicat, parce qu'il y a des moments, quand on a l'impression d'avoir raison, c'est difficile de lâcher le morceau, comme on dit. Et avec notre histoire aussi, c'est difficile de lâcher le morceau si on revient au genre. C'est difficile. Mais je crois que c'est un exercice, dans le bon sens, dans le sens noble du terme de l'exercice. C'est une pratique à avoir. Trouver du mouvement et de la souplesse. C'est pas se soumettre. J'aimerais continuer, Céline, juste pour dire que ce qui me semble important, parce qu'on était sur le 1 + 1 = 3, et je ne voudrais pas éviter
de parler du développement de chaque individu dans le couple. C'est vraiment important. Pour moi, ce qui est important, c'est que dans le couple, les deux individus sont là pour nourrir cette entité, pour la développer, pour faire attention, c'est du care, c'est faire attention à ce couple, regarder, etc. Et puis, les individus aussi ont leur vie à faire, disons, personnelle, professionnelle, sa passion, ses relations avec ses parents, avec ses amis, etc. On a beaucoup de choses à faire dans notre vie aujourd'hui. On a une société qui nous propose aussi beaucoup de choses. Donc, toute la santé du couple, le bon fonctionnement du couple, ça va être de regarder comment, à des moments, c'est comme un espace de théâtre, comme une scène de théâtre. À des moments, le couple est en arrière-plan et va nourrir pour que les individus puissent faire leur projet personnel. Par exemple, madame voudrait se reconvertir. C'est très souvent. Les enfants sont un peu plus grands. Monsieur, ça y est, il a une situation qui lui convient bien, il est stable, etc. Et madame dit, bon, bah, moi, c'est le moment où j'ai envie de me reconvertir. Donc ça, c'est vraiment un projet individuel. Elle peut le faire toute seule, dans son coin. Mais ce qui va être intéressant dans le couple, et c'est là où ça rend libre, c'est si le couple arrive à être support. Il est en arrière-fond, parce que pendant un certain temps, madame aura moins le temps de s'occuper de son couple. Donc, c'est peut-être monsieur ou l'autre partenaire, on ne va pas trop genrer, parce qu'il y a aussi les couples homosexuels qui, pour moi, fonctionnent de la même manière. Et donc, toute l'énergie, une grande partie de l'énergie sera pour mettre en place le projet de madame. Puis, à d'autres moments, c'est le couple qui sera en avant-plan, parce qu'il y a une étape de vie. Le nid est vide, les enfants s'en vont, il y a une difficulté, il y a un passage. Et là, c'est intéressant que les individus disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour notre couple? Il n'a pas l'air d'aller bien. Donc, c'est vraiment le processus, toujours ce mouvement entre le fond de la scène et le devant de la scène. À des moments, c'est un des partenaires ou les deux partenaires en même temps. Et puis, à d'autres, et qui sont portés par le couple, qui sont aidés, soutenus, alimentés par le couple. Et d'autres moments, c'est les individus qui se mettent en arrière-plan et qui disent « Oh là là, notre couple a besoin qu'on s'occupe de lui ». Mais ce que j'allais poser la question, c'est que quand il y a est-ce que c'est pas dangereux, après, bon, c'est peut-être mes croyances, mais quand les deux doivent se développer ou ont envie de se développer Oui, individuellement, est-ce que c'est pas un risque? c'est dangereux. Merci, c'est cool. La vie est un grand risque. Oui, non, mais oui. Alors, Merci pour ce rappel. merci Céline de cette question parce que moi, je développe pas mal. Je me disais, tiens, je vais leur parler des couples centripètes et puis des couples centrifuges. Les couples centrifuges, c'est ceux dont vous me parlez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est, monsieur fait du sport, c'est super. Il va faire je sais pas quoi. Il fait du golf ou il fait du squash, tout ça, c'est très bien. Et puis, madame, elle s'est trouvée aussi, je sais pas, dans son boulot, elle fait quelque chose de vraiment qui la passionne. Il faut qu'elle s'investisse complètement, etc. Donc, les deux individus, en plus, il y a les enfants derrière, il faut quand même s'occuper de la maison. Enfin, bon, un petit peu quand même, au passage. Et puis, tiens, notre couple est dans le fond du théâtre, là, dans le fond de la scène. Il n'est pas très, très, très bien. Et là, les couples viennent nous voir. Quand ils s'en rendent compte. Oui, s'ils s'en rendent compte. Alors, généralement, la vie nous amène à ce qu'il y ait un petit couac. Un petit caillou dans la chaussure ou un gros caillou dans la chaussure. Donc là, c'est intéressant. Effectivement, vous avez raison. S'il y a trop de distension, si ça se distend trop, comment ils peuvent regarder le couple? Comment ils peuvent s'occuper du couple? Donc, c'est toujours ce mouvement des individus au couple. Et puis, il y a des couples aussi qui sont à l'opposé, que j'appelle les couples centripètes. C'est-à-dire que finalement, plus rien ne se passe à l'extérieur, tout se passe dans le couple. Oui, et puis, il y a un moment, tout se passe dans le couple parce qu'ils sont tellement bien ensemble. Et puis, le monde est effrayant. Et puis ils sont à une période de leur vie, ils ont moins besoin d'aller dehors. Et puis, ils sont l'un sur l'autre. Et puis, c'est bien. Et puis, c'est chaud. Et puis, c'est confortable. Jusqu'à un moment où il y en a un qui il peut plus parce qu'il étouffe. Il a besoin d'oxygène. Donc, quand on a besoin d'oxygène, on va vite à la fenêtre, quoi. Et puis, à la fenêtre, on voit des choses. Et puis l'autre est dedans. Alors, il veut ramener l'autre dedans, dans le couple. Donc ça, c'est les couples centripètes qui manquent d'oxygène. À l'inverse des couples centrifuges où ils sont tous les deux dans des projets tellement passionnants que le couple passe à la trappe.
Et puis, moi, je dis que ce qui est important, c'est pas de rester ensemble, c'est d'être vivant. Ouais, ça veut dire quoi pour vous être vivant du coup? Pour moi, non, être vivant, c'est être en mouvement, c'est Ouais. être en accord avec ce que je vis. Donc, si à un moment donné, mon couple ne peut plus correspondre à ce que je veux être dans la vie, il y a à regarder que peut-être faut se séparer. Mm, mm. Et qu'en regardant, peut-être faut se séparer, ça va peut-être permettre aussi de ne pas se séparer. Oui. Et ça va peut-être permettre aussi de se séparer. Mm. Et ça, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais. Ouais. Je ne suis pas pour rester en couple. Mm. Je suis pour. J'ai envie d'œuvrer pour être libre en vivant en couple. Ouais, c'est beau. Merci. Et alors du coup, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets et il y a le côté c'est la faute de l'autre ou c'est à cause Allez. de l'autre que je suis plus libre, par exemple, de faire ma passion ou enfin, oui, toutes ces notions où on a déjà un petit peu parlé, mais ouais, c'est la faute de l'autre. Hein, Ah c'est oui, ça c'est certainement pas très ma vite. faute, mais c'est la faute de l'autre. Alors, il y a question. Tout à l'heure, on était sur la raison. J'ai raison. Ouais. Toi aussi, tu as raison, mais moi, j'ai plus raison que toi, un peu plus que toi, et moi, un peu plus. Nanana. Donc, chacun est fixé sur une position. Et puis après, c'est aussi une fixation. Ah ben, c'est toi qui as tort. Bon. Alors, il y a pas que ces situations-là, mais on est très, très pris par les situations de tiers sexuels. C'est-à-dire que ben, y en a un qui va voir ailleurs. Mm. Donc, vraiment, c'est de sa faute. Ouais. Et là, c'est délicat, hein. C'est délicat dans un couple Ouais. de dire, ah bah oui, tiens, c'était pas du tout ce qu'on s'était dit, hein, puisqu'on était plutôt sur un contrat de fidélité. Et là, tu vas dire, c'est de ta faute. C'est toi qui as foutu en l'air notre couple. Mm. Bon. Donc, il va falloir attendre, regarder, sentir, rejoindre chacun, celui qui est blessé aussi d'avoir fait une griffe dans le contrat. Et puis, regarder à un moment donné, quand c'est possible, de dire, bon, bah, peut-être qu'on pourrait garder ce couple-là, à qui lui est arrivé ce traumatisme-là. En quoi vous êtes co-responsable? Qu'est-ce qui ne se passait pas dans votre couple? Qu'est-ce qui se... Voilà. Et donc là, c'est l'endroit très, très, très délicat, parce que je n'ai pas choisi le thème le plus simple, mais qui est quand même assez courant. Mm. Il ne faut pas se cacher ça. Hein. On est sur un contrat, une façon de vouloir vivre notre couple qui est compliquée. Et on est en plein dans un moment de société où on se pose la question de savoir comment vivre cette fidélité. Mm. Mm. Donc, par rapport à un tiers sexuel, mais qui peut être aussi le tiers du travail ou le tiers de mes parents qui sont malades, donc je m'occupe que d'eux, c'est comment reprendre cette situation en disant, bah, tiens, mais notre couple, comment il est co-responsable aussi de ça? Mm. C'est un moment délicat. Ouais. Et je crois que je ne peux, si je fais partie du couple ou en tant que thérapeute, je ne peux travailler avec un couple s'il y a suffisamment d'attachement. C'est-à-dire que s'ils ont envie d'avoir Ouais. envie de mutualiser, même si ça fait mal quand même, de se sentir responsable d'un truc qu'on n'a pas fait. Je ne suis pas responsable du passage à l'acte. Mais Non. qu'est-ce qui se passait dans mon couple? Qu'est-ce qui ne se passait plus pour que, tiens, il y ait ce traumatisme qui arrive, ce choc? Mm. Donc Oui, ça, c'est le moment délicat. C'est un moment très, très délicat, c'est-à-dire c'est le moment de je me défends et j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin que ce soit l'un ou l'autre des partenaires, et puis tout d'un coup de regarder un peu ailleurs et dire, ah, et notre couple alors? Comment Mm. il fonctionnait? Qu'est-ce qui se passait dans notre couple à ce moment-là? Comment on pourrait regarder? Ouais, j'ai envie de donner beaucoup d'espoir parce que c'est vrai que moi j'ai accompagné un couple et enfin vraiment j'ai adoré leur démarche, vraiment très 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 belle démarche des années de mariage. Et en fait, en effet, il y a eu une situation d'adultère qui est arrivée. Et c'est vrai que quand on a creusé finalement vraiment le fond, il y avait ben, la maman qui s'occupait finalement de 4 enfants et en fait qui avait totalement oublié le couple pour être une bonne maman, toutes les injonctions qui étaient hein, le top du top. Hein. Et c'est vrai que, alors moi je suis aussi une maman, j'ai 3 enfants à lesquels je m'occupe, c'est vrai qu'il faut toujours trouver cet équilibre. Et c'est vrai que ça demande de poser des regards. Et souvent, bah oui, ça demande sur la journée, ok, je me suis occupée de ça, je me suis occupée de mon travail, je me suis occupée et mon conjoint là-dedans et de moi aussi donner cette direction. Je pose aussi un regard sur l'autre, sur mon couple. Oui, Mm. oui, oui, c'est un jonglage permanent.
Et puis, à des moments, on perd une balle et puis on la rattrape et puis on en trouve une autre. Et puis, il y a une espèce de jonglage. Et en même temps, j'aurais envie de dire attention, attention à ne pas mettre la barre trop haut. Bah oui, effectivement, c'est compliqué, c'est complexe. On y arrive, on n'y arrive pas. C'est comme un enfant qui marche, qui apprend à marcher. Bah, il a envie de marcher, mais il trébuche. Et puis c'est pas toujours très élégant. Et puis, je crois qu'il me semble que c'est important d'avoir ce regard positif sur le couple, ce regard aimant. Et puis en même temps, ne pas se mettre la pression trop non plus. C'est-à-dire, on n'est pas parfait. Et de ne pas mettre la pression du coup sur l'autre aussi. Et sur l'autre, c'est pareil. Je ne suis pas parfaite, il n'est pas parfait, rien n'est parfait, mais ce qui est important, c'est que ce soit vivant. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter par rapport à ce côté, et si c'était donc la faute de l'autre ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apporter en plus? Non, je pense que c'est toujours pareil. C'est vraiment quand je pense que c'est la faute de l'autre, est-ce que je peux me décaler pour regarder quelque chose autrement? Voilà. C'est toujours du décalage. C'est toujours du mouvement. Le warning pour moi, dans ma vie, c'est ah tiens, je suis fixée sur quelque chose. Oh là 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 là, je suis fixée. Alors comment je pourrais un petit peu bouger? Oui, tout à fait. Alors, du coup, on avait parlé tout à l'heure de vraiment que je disais le couple unique. Le couple unique. Arrêtons de se comparer. Enfin, moi, je défends ça, mais alors, j'ai même écrit un article sur mon blog là-dessus parce que, waouh, oui, mais chez eux, ça se passe comme ça. Chez eux, ça se passe comme ça. Alors, quelle est votre position, Anne, par rapport à ça? Parce que... Mon expérience, je voudrais dire, c'est peut-être ça fait 20 ans que je suis thérapeute du couple maintenant. Okay. Et je crois qu'il y a 20 ans, peut-être du haut de mes 40 ans, je me disais, tiens, un couple, c'est ça. Et aujourd'hui, quand je reçois un couple, je ne sais pas à qui il est. Ouais. Et c'est ça qui va être important. Alors, bien sûr, je ne sais pas qui il est et j'ai une culture, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet, donc j'ai une culture. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les faire se déployer devant moi. Je ne sais pas. Et puis, avec moi, je ne sais pas comment ils seront. Et puis, qui est ce couple, quoi. Et développer cette singularité. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et je pense que parler de son couple, c'est toujours délicat. On a mis en place des groupes de couples, justement avec l'idée, mais il y a assez longtemps, avec l'idée que c'était très difficile de se retrouver en couple pour parler de son couple. Et que souvent, nous les femmes, on est quand même peut-être quelquefois plus enclines à parler de nos sentiments. Alors on va parler entre copines, mais c'est pas toujours très, très productif. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que l'autre n'est pas là, donc on peut toujours raconter quelque chose qui n'est pas ce que vit l'autre de toute manière, et puis ce qui n'est pas ce que vit le couple. Et puis, en plus, on essaye de comparer. Ah bah oui, mais moi avec l'un et moi avec... Et je ne sais pas si c'est toujours très productif. Par contre, parler de couple à couple, quelquefois, ça peut être très intéressant, parce qu'il y a plus d'humilité. Mais c'est fou, hein, parce que en même temps, c'est combien j'ai de personnes qui, depuis, par exemple, que mon cabinet, je fais, j'ai plus de salle d'attente, par exemple, et donc avec la situation, et j'espace toujours un petit peu entre deux séances. En fait, les gens se sentent rassurés. Il y a quelque chose de très tabou aussi de parler du couple, en fait. En tout cas, je sais pas si c'est culturel. En tout cas, moi, je vois que même le congrès du couple. T'as été voir ce congrès? On en parle. Alors peut-être entre copines, on peut en parler. Mais de couple à couple, t'as pas été voir ce congrès? Comme si on pouvait pas parler de ce qui se passe dans le couple tabou. C'est une piste pour ça, pour que ça soit un peu plus léger. Alors, il me semble que ça évolue très vite, Céline. Parce que dans mon cabinet, je vois que maintenant, les gens viennent en couple. Je leur dis pas, mais écoutez, si vous avez un problème de couple, venez pas me voir en individuel, venez me voir en couple, parce que sinon, ça sera pas très productif. Et aujourd'hui, les gens viennent en couple. Alors, parce que je suis reconnue comme thérapeute du couple, mais aussi, je pense, parce qu'il y a une culture du couple, que ça devient un sujet qui se traite en lui-même et qui se traite pas séparément. Voilà, donc je crois que les pouvoirs publics ont pris en main, et vraiment, je trouve ça très bien sur la parentalité, et ont mis beaucoup en avant-plan la parentalité. Et aujourd'hui, dans la sphère, alors pas publique, mais
privé. Je veux dire, le couple monte en puissance. Et je crois que nous, experts du système familial et du système conjugal, on voit bien que si, dans une famille, si le couple fonctionne bien, il y a beaucoup plus de chances pour que la fonction parentale soit adéquate. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à travailler sur la parentalité, parce qu'il y a beaucoup à dire, bien sûr, beaucoup à soutenir, mais il y a aussi à regarder que la conjugalité est extrêmement importante. Et la santé du couple, enfin sa fluidité, son bon fonctionnement va aussi avoir une incidence sur les enfants, sur la famille et sur tous les événements sociétaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est important on arrive tout doucement à la fin, hein, mais pour clôturer, c'est vrai que quel exemple on peut montrer aussi du coup aux enfants quand on peut être libre dans son couple, selon vous, c'est quoi toutes les forces finalement aussi d'inspirer, alors pas que les enfants, ça peut être aussi les amis ou quoi, mais d'inspirer un modèle où on peut être libre dans son couple, ça serait quoi, vous, la force, et qu'est-ce que ça transmet au monde finalement? C'est compliqué comme question pour toi. Bah oui, mais j'aime bien, moi, les questions un peu compliquées. Je pense que c'est un endroit unique pour se développer, pour sentir tous les effets de l'intimité. Je crois que c'est un endroit de sécurité. On n'a pas beaucoup parlé de sécurité et je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde quand même assez éclaté dans lequel nous sommes, avec beaucoup de le côté virtuel dont on a bénéficié ces derniers temps, mais qui est quand même avec des effets qui sont pas très intéressants pour l'être humain, je trouve. C'est important, c'est vraiment un endroit où il y a de la sécurité et en même temps de la liberté pour moi. C'est ça que j'ai envie de développer. Et pour tous les partenaires, qu'ils soient hommes, femmes, en couple hétérosexuel ou homosexuel, je trouve que c'est quand même un endroit privilégié où on peut avoir des instants, des moments de sécurité affective. Et je crois que c'est cette sécurité-là qui nous amène une capacité à créer et à faire face à l'adversité. Wow, ouais, ça c'est une belle fin, je trouve, parce que reparler de sécurité pour terminer, je trouve qu'en effet c'est important parce que la sécurité est importante aussi de se sentir en sécurité dans le couple. Mm, mm. Super, merci Anne. Alors, si les participants devaient repartir avec une, une compréhension par rapport à cette interview qui font que vraiment ça va changer quelque chose aujourd'hui dans leur couple, ça serait quoi selon vous l'information la plus importante qu'ils devraient repartir avec là? L'information la plus importante, c'est si vous êtes en couple, comment respire votre couple? Oui. Quelle est la respiration de votre couple? Okay. Et si vous n'êtes pas en couple, comment vous respirez et comment vous imaginez que vous pourriez respirer à deux? Super, merci Anne. Alors, Merci. pour tous ceux qui vont acheter le pack du congrès, vous allez proposer une petite vidéo bonus, hein, donc pour tous ceux qui achètent le pack du congrès, qui s'appelle « Vous voulez aller plus loin à deux ». Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots pour leur donner envie un petit peu de voir cette vidéo en plus? Alors, oui, je l'ai pensé pour ce congrès en me disant, tiens, mais qu'est-ce que je leur demande? Je leur propose d'être libres à l'intérieur du couple. Donc, d'abord, c'est autour de prendre du temps, cet espace-temps dont je parlais, pour votre couple. Et puis, des moments aussi où chacun va pouvoir prendre son temps avec l'autre. Super. Et donc, vous découvrez ça dans la vidéo. Et surtout, merci Anne. Et tout en dessous de cette vidéo, on retrouve toutes les informations, votre bio et les sites internet aussi, pour que vous puissiez que les personnes soient averties, en tout cas, de vos activités, hein, notamment aussi en tant que formatrice. Donc, j'insiste là-dessus parce que vous êtes à Paris, mais vous faites des formations à Paris, à Bruxelles. À Bruxelles, à Rennes. Voilà. Donc, ouais, super. Donc voilà, donc si jamais en tout cas les personnes veulent vous retrouver, il y a toutes les infos sous cette vidéo. Hein. Tout à fait, tout à fait. Super. Merci beaucoup Anne pour ce joli moment ensemble. Et oui, tout à fait. Nous Merci étions beaucoup. ensemble, c'était bien. Oui. Merci, à très bientôt.